Madame Sigaud aussi se signale par son courage, car elle n'hésite pas à attaquer des fausses grandeurs. Et je pense à un homme, un littérateur, qui était bien vu, y compris dans nos milieux où il y avait des complicités, hein, quand même, c'est une complicité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on tournait autour alors qu'on savait que ce personnage est donné dans la pédophilie, mais on disait, oh, il écrit bien, oh, il est ceci, cela, et beaucoup de gens évitaient, et Madame Sigaud, elle, est allée directement au sujet. Ce qui lui a valu d'ailleurs des avanies de la part de gens qui ont défendu le pédocriminel. Donc c'est aussi son courage que je tiens à saluer, et je suis très heureux de lui donner la parole. Elle va nous parler, elle va nous ramener vers l'Ancien Régime d'ailleurs, et nous montrer certains aspects de la réglementation de l'Ancien Régime et leur côté protecteur pour la société. Merci beaucoup, madame. Merci, Merci professeur. Je repose la question. Oui, je peux garder le micro comme ça, c'est bon? Oui. Au niveau du son, oui. Voilà. Alors, j'ai déjà fait cette conférence à Tokyo. Voilà, je suis allée au Japon. N'est-ce pas? Donc, en général, je ne fais pas deux fois la même conférence a priori la même année. Là, c'est carrément la même demi-année. Mais bon, j'ai montré ma conférence au professeur qui m'a dit que c'était de l'intérêt de tout le monde que je la refasse aujourd'hui, donc voilà. Avec plaisir. Je vais vous parler révolution et taxation, et vous allez voir que ça va parler également contre-révolution. Savez-vous qu'au commencement était la taxe? Savez-vous ce que c'est qu'une taxe? Pour la plupart des gens, une taxe est une somme ajoutée au prix d'une denrée que le consommateur paye à l'État ou à une collectivité. C'est donc la taxe, c'est ce qui renchérit un produit qui, hors taxe, est plus attractif. Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Or, l'acception classique du mot est tout autre. Elle est même inverse. Le mot provient de l'ancien provençal tasca, qui signifie estimation de la valeur de quelque chose. Le taux lui-même est défini en 1511 comme le prix fixé réglé par une convention ou par l'usage. Taxe, taux et taxation, les mots se réfèrent à la fixation du prix des choses et l'impôt n'a rien à y voir. Le monde moderne a tant oublié les anciennes façons de faire qu'il a changé le sens des mots. Et vous allez voir que la révolution, la contre-révolution, ce sera de rendre aux mots leur sens. Par le traité de la police, écrit en 1709 par Nicolas de la Mare, on connaît l'historique des efforts déployés depuis la nuit des temps pour interdire que des intérêts privés non contrôlés viennent subtiliser la substance du peuple. L'essence de la royauté voulait que le pain du peuple soit regardé comme un objet sacré, et le souci des autorités a consisté, à travers les âges, d'une part à permettre à la paysannerie de pouvoir librement produire, et d'autre part à empêcher que des profits indus viennent renchérir ou raréfier les subsistances. En 809, Charlemagne fit défense de vendre les fruits de la terre avant la récolte. Ça s'appelait vendre en verre. Et cet interdit fut renouvelé par les rois. Vendre son grain en verre, c'est le mettre entre les mains d'usuriers qui se l'accaparent pour le garder, en cacher l'abondance et en augmenter le prix. Augmenter indûment le prix du pain était un crime. C'était compris ainsi, admis par tous, et on verra par quels moyens furent développés, déployés pour veiller à ce que cela ne se produise jamais. En 1305, Philippe le Bel ordonna que, je cite, « Toutes denrées qui seront amenées à Paris seront rendues et amenées en plein marché et défendues très étroitement que nul ne soit si hardi d'acheter ni de vendre ailleurs aucun vivre ni aucune autre denrée. » Donc interdit de vendre ailleurs qu'au marché, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Il ordonna également que, dès l'ouverture du marché, le peuple pourrait acquérir en détail et au même prix que ceux qui achèteraient en gros, toutes les denrées présentes. Et quiconque s'aviserait de faire payer plus cher serait passible d'une amende telle qu'elle serait un exemple pour les autres. Par un édit de décembre 1672, Louis XIV voulut que, je cite, « Lorsque la vente d'aucune marchandise aura été commencée à certain prix, il ne pourra être augmenté. Et si dans la suite le marchand s'est trouvé en nécessité de diminuer le prix de la marchandise, la vente sera continuée au dernier et moindre prix, sans pouvoir par le marchand augmenter ni revenir au prix de la première vente, à peine d'amende et de confiscation de la marchandise. » Il existait une notion indispensable à comprendre, c'est celle du juste prix. Le juste prix, c'était celui qui ne lésait ni le consommateur, ni le marchand. C'était le prix courant, admis, accepté par tous, qui permettait aux plus pauvres de se nourrir et aux marchands de gagner sa vie.
En cas de hausse des prix, on en attribuait la cause à ce qu'on appelait le monopole. Le mot qualifiait un abus considéré comme un crime social qui frappait indifféremment et aveuglément des milliers d'innocents. Dès que le blé manquait et que la cause en soit le climat ou la guerre, on courait sus aux monopoleurs contre lesquels le peuple réclamait la peine capitale. Charlemagne avait ainsi défini ce criminel. Il était celui qui, par ruse ou par surprise et autres moyens injustes, amassait les marchandises à des fins de profit malhonnêtes. En 1660, le Parlement de Paris avait ainsi censuré pour monopole plusieurs marchands qui dévastaient les campagnes en achetant des grains à n'importe quel prix pour les amasser dans des entrepôts secrets. En 1694, le prix du grain avait augmenté sans raison apparente et le premier lieutenant général de police, Nicolas de Larénie, avait accusé les monopoleurs d'avoir constitué des réserves et répandu de fausses rumeurs pour en faire monter le prix. Il sera prouvé que les monopoleurs furent la cause de pénuries atroces qui auraient pu être évitées sans leur manœuvre criminelle lors de l'épouvantable grand hiver de 1709. Alors de triste mémoire, c'est une épouvante. 1709, c'est ce qu'on appelle le grand hiver, c'est une épouvante. Une police des grains présente sur tous les marchés contrôlait les marchands et leurs marchandises qu'elle pouvait saisir en cas de manquement. Elle estimait que le monopole était le résultat d'une liberté effrénée et d'une compétition indisciplinée qui écrasait les petits et concentrait le commerce entre peu de mains. Les marchands étaient indispensables pour apporter le grain là où il manquait, mais ils étaient sous haute surveillance. L'idée qu'on aurait pu faire confiance aux marchands pour vendre la marchandise au juste prix n'effleurait personne. Les marchands cherchaient leur profit, on les avait donc à l'œil. En cas d'accident climatique, de guerre ou d'épidémie, si l'approvisionnement ne se faisait plus de façon régulière, on pouvait décider d'avoir recours à la taxation. Une fois le blé taxé, il était interdit de le vendre au-delà du prix fixé, à peine de confiscation ou d'amende. Quelques exemples de taxation. En 1567, durant les guerres de religion, le roi Charles IX prit un édit de taxation des vivres et salaires. En 1709, la France a eu à souffrir l'hiver épouvantable, le fameux grand hiver, qui faisait geler le pain sur les tables. Des scènes d'émeutes sont rapportées car on soupçonnait des marchands de faire sortir le grain disponible. À Abbeville, le conseil découvrit un placard qui disait « Nous mourons de faim, nous sommes obligés de vous commander absolument de taxer les blés et les pains. » La taxation n'était donc ni automatique ni usuelle. Elle était demandée et accordée en cas de détresse. En 1720 à Marseille, durant la peste qui a ravagé la ville, l'approvisionnement fut un souci majeur des échevins. Ils aménagèrent, les échevins c'était la mairie de Marseille, ils aménagèrent un terrain vague où les blés étaient apportés de l'extérieur, puis enlevés et portés en ville sans contact entre les uns et les autres. Ils en fixèrent autoritairement le prix, sans aucune chance que cette taxe soit respectée, dans une ville livrée au chaos et au désespoir le plus total. Marseille était un vaste cimetière à ciel ouvert, couverte de cadavres en putréfaction, au milieu desquels évoluait une population hagarde, en proie au sauve-qui-peut général. Marseille fut sauvée de la disparition totale par la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, l'arrivée du froid, qui fait reculer la contagion. La peste passe par les puces reculent. Dès qu'il fait froid, la peste recule. C'est mathématique. L'entrée en ville d'une autorité dotée de moyens exceptionnels, Christophe Andreau de Langeron, nommé par le régent commandant en chef de Marseille et de son terroir. Il alla se présenter à l'hôtel de ville où tout le monde, sans exception, accepta de se plier à son commandement. Langeron rétablit l'ordre avec rudesse, traqua sans pitié les criminels, voleurs et mendiants, jouant les faux pestiférés qui détroussaient leurs victimes en les menaçant de les infecter. Il fit nettoyer les rues, porter les malades dans les hôpitaux, ouvrir des infirmeries pour les convalescents, protéger les maisons vides des pillards, et enfin sonner les cloches qu'on n'avait pas entendues depuis 6 mois. Enfin, il convoqua une assemblée de tous les négociants et marchands de la ville. Il négocia avec eux le taux général de toutes les denrées en vente dans Marseille. Les négociations prirent 2 jours entre les marchands qui défendaient leurs intérêts propres et l'autorité qui défendait l'intérêt général. Une fois ce taux convenu, une ordonnance fut publiée portant défense à tout le monde, marchands, détaillants, regrattiers ou revendeurs, de vendre quoi que ce soit à plus haut prix que celui fixé, à peine de carcan, restitution du trop perçu et confiscation des choses vendues. C'était ça, la taxation. La fixation, en cas de nécessité absolue, à l'initiative de l'autorité,
par négociation entre les parties, d'un juste prix qui ne lèse personne. Une fois acceptée, la taxation était imposée à tous sous peine de sanctions graves pour la protection du consommateur. La royauté qu'on voit ici à l'œuvre était nourricière et pointilleuse dans ses façons de faire. La police des grains était à son service, œuvrant au cas par cas dans le mieux des intérêts des uns et des autres. Les intérêts du peuple qui devaient être pourvus et les intérêts des marchands qui, sans l'appât du gain, ne se seraient pas déplacés pour alimenter les marchés. La police des grains n'agissait donc pas contre les intérêts des marchands. Elle les surveillait, certes, mais elle n'était pas là pour les faire fuir par des mesures dictatoriales qui les auraient découragés de se déplacer. Représentante de l'autorité royale, la police des grains assurait surveillance et contrôle avec souplesse et intelligence. Elle ne pensa jamais que la taxation était souhaitable en soi. Elle ne fut appliquée que dans les cas les plus graves et toujours au cas par cas. Puis vint la révolution des Lumières. Lumière. La révolution des Lumières a consisté à prétendre que moins il y avait d'autorité, mieux le peuple serait pourvu. Plus il y aurait de liberté, plus il y aurait d'abondance. Pour régler le problème récurrent d'une dette publique qui ne faisait que croître et notoirement après avoir banni les jésuites qui auraient pu convaincre de Louis XV de n'en rien faire, le roi accepta d'abandonner son rôle de père nourricier et de laisser les marchands assurer, sans surveillance aucune, l'approvisionnement des marchés. C'était la maîtresse du roi, Madame de Pompadour, qui introduisit dans son entresol les théoriciens des idées libérales qui prétendaient régler la dette par l'enrichissement général. Ça vous rappelle rien? On laisse tout faire et tout le monde va devenir riche. On a entendu ça. Cette théorie fut l'œuvre, entre autres, des encyclopédistes qui affirmèrent, avec des gens appelés physiocrates, autre nom pour économistes, qu'il fallait laisser librement circuler les subsistances sans aucun contrôle pour que tout le monde s'enrichisse, laisser la loi de l'offre et de la demande fixer les prix, et comprendre que la taxation, c'était du vol, et que la police gênait l'approvisionnement. La taxation, c'est du vol. La taxation, c'est du vol. La première expérience d'économie libérale fut menée par le ministre Laverdy en 1763-64. La police fut sommée de cesser d'importuner les marchands. La taxation fut interdite. Les marchands pouvaient désormais se servir et vendre où et quand ils le voudraient. Le prix du pain se mit à flamber, à la surprise générale, et il était désormais hors la loi de le faire baisser. La population se souleva en masse, courant après les convois de grains et exigeant leur taxation. On avait toujours connu des émeutes frumentaires qui avaient pour cause la guerre ou le climat. L'autorité royale s'était déployée pour régler le problème. Les émeutes qui commencèrent en 1763 avaient une nouvelle cause, l'économie, le progrès, les Lumières. Les émeutes allaient augmenter pour ne plus cesser. La dette, elle, n'avait pas cessé d'augmenter, de s'aggraver. La royauté avait changé de nature. Cette première expérience prit fin en 1769 qui vit le rétablissement de la police et de la taxation. En 1774, la mort de Louis XV et l'avènement de Louis XVI mit en scène un encyclopédiste dogmatique et désintéressé, il faut le dire, il n'a pas fait ça pour s'enrichir, Jacques Turgot. Il promit lui aussi de résorber la dette par l'enrichissement de tout le monde et la libre circulation des grains. Une fois qu'il eut convaincu le roi de le soutenir, quoi qu'il arrive, il commença par vider les greniers à l'orée de l'hiver, interdire la police des grains et la taxation, promettant la peine de mort aux contrevenants. Le blé se mit à flamber, l'émeute fut universelle, ce fut ce qu'on a appelé la guerre des farines qui atteignit jusqu'à Versailles. Le peuple taxa lui-même les grains au marché. Turgot fit rembourser les marchands du manque à gagner. Et il a fait rembourser les marchands par les communautés entières. Si vous aviez trois personnes qui avaient taxé, on regardait de quel village ils venaient et on taxait tout le village pour rembourser le marchand qui avait été lésé par la taxation. Il accusa l'obscurantisme, le fanatisme, l'ignorance et la bêtise du peuple, incapable de comprendre où était son intérêt. Le refrain reprendra. Pendant une journée entière, Paris fut la proie des émeutiers qui, soutenus de fait par la police qui les laissait faire, taxa à qui mieux le pain et le grain qu'il trouva. L'émeute de la guerre des farines fut une gigantesque taxation populaire.
Hors de lui, Turgot fit arrêter les meneurs. Voltaire vint à son secours en inventant le faux reportage. Sans sortir de chez lui, au bord de la Suisse, il inventa que tout était la faute des prêtres et que les meneurs avaient de l'or dans les poches. Alors j'ai lu le Condorcet du ménage qui a écrit Condorcet. Dès que je cherche un mot, alors que je suis en Badinter, le couple Badinter a écrit un Condorcet, et ils disent que il est de fait que pendant la guerre des Farines, les émeutiers avaient de l'or dans les poches. Ben oui, puisque Voltaire l'a dit. Bon, puisqu'on vous le dit, enfin, c'est Voltaire qui l'a dit. Eh bien, 3 émeutiers furent pendus, et la royauté ne s'en remettrait pas. Pendre des émeutiers de la faim qui ont simplement taxé, ça c'était pas admissible. Pour mener à bien son programme libéral, Turgot abolit les corporations de métiers et jeta le monde ouvrier dans la précarité. Alors que le prix du pain flambait, puisqu'il n'y avait plus de police des grains, et que la disparition des normes corporatives faisait drastiquement baisser les salaires, on fit remarquer à Turgot que les ouvriers ne pourraient plus nourrir leur famille. Le prix du blé augmente et les salaires baissent. Monseigneur, comment vont faire les pauvres gens? Réponse de Jacques Turgot, il n'y a qu'à mettre les femmes et les enfants au travail. C'est donc bien l'encyclopédiste Turgot qui a inventé le travail des enfants. Alors je maintiens, avant Turgot, les enfants, ils allaient à l'école. S'ils étaient à l'atelier, c'était pour apprendre. Devant le mécontentement général, le roi finit par renvoyer Turgot et rétablit la police des grains. Il fit venir aux affaires le banquier protestant Necker, qui, censé résorber la dette, la fit flamber comme jamais avant. 1787, nous sommes à la veille de la Révolution. La dette est devenue abyssale. La France s'est ruinée en faisant la guerre en Amérique. Un traité de libre-échange avec l'Angleterre, concocté par le très libéral Dupont de Nemours, grand admirateur de Turgot, vit s'abattre la foudre sur la France. Les marchandises anglaises étaient de qualité médiocre, mais surtout elles étaient moins chères. Leur invasion créa une crise sans précédent. Des milliers d'ouvriers au chômage quittèrent les villes pour errer à la recherche d'un travail. Le roi n'avait même pas les moyens d'envoyer personnellement des secours aux villes qui suppliaient qu'on leur vienne en aide. Des ouvriers à demi nus mendiaient dans les villes et de village en village pour quémander un morceau de pain. On créa partout des ateliers de charité humiliants pour faire des routes ou détruire des vieux remparts inutiles. Prendre les gens qui n'ont plus rien à manger pour faire des travaux d'utilité collective, enfin collective, vous voyez ce que je veux dire. La dette était désormais telle qu'il fallut convoquer une assemblée des notables pour avoir leurs avis et conseils. La première séance s'ouvrit le 22 février 1787. Il fallait augmenter les revenus et faire payer tout le monde, clergé et noblesse compris. Ni clergé ni noblesse ne payaient d'impôts. D'accord ? Faute de s'entendre sur la... Alors, la noblesse ne payait pas d'impôts, l'Église ne payait pas d'impôts non plus, mais elle rendait le service gratuitement. Et ça, il faut le dire quand même. Parce que l'Église, elle percevait la dîme, mais elle rendait gratuitement les services. Alors que la noblesse, elle payait rien du tout, et les services qu'elle rendait, ben voilà, on va les chercher. Faute de s'entendre sur la répartition, les notables décidèrent de revenir à la solution de Turgot. Il faut augmenter les impôts, non, on va pas, non, on va pas, non, non, non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va augmenter le revenu, eh bien, on va revenir à la solution de Turgot. Et l'Assemblée des notables, arrière toute, revient à la solution que Louis XVI avait fini par refuser. Et il disait augmenter les revenus de la terre par la libre circulation des subsistances. C'est-à-dire, c'était le retour au libéralisme fauteur d'émeutes dont Louis XVI on avait cru qu'il avait compris que le peuple n'en voulait pas. C'était la troisième expérience. Le 17 juin 1787, la liberté de circulation des grains devenait l'état habituel du royaume. On avait fait croire au roi que c'était ce que la paysannerie demandait. Or, l'information venait des provinces à Paris en passant par les clubs. Et les clubs, c'était les Lumières. Et les clubs disaient, la paysannerie demande, Majesté, la paysannerie demande la liberté. Et la paysannerie, un gars comme Voltaire, par exemple, était considéré comme un paysan puisqu'il avait de la terre. Il disait, moi qui cultive la terre. Donc c'était des gens comme ça qui faisaient remonter au roi l'information que le peuple des campagnes demandait le libéralisme. Alors que le peuple de campagne était vent debout contre le libéralisme. En août 1788, le trésor était aux abois. L'hiver 88-89 fut épouvantable. Sans travail, avec du pain à prix prohibitif, le peuple grondait. Il réclamait la
taxation qu'on lui refusait. Des émeutes de la faim éclatèrent partout et furent réprimées mollement par des autorités dépassées qui ne pouvaient pas se résoudre à tirer dans le tas. La police du roi n'était pas là pour tirer sur le peuple qui avait faim. Le peuple taxait à la sauvage à qui mieux mieux. L'anarchie en découla, faute d'autorité respectée, tout devint permis, et la France sombra dans le chaos général. Il ne restait plus que la convocation des États généraux, seuls capables de voter des nouveaux impôts. Vous connaissez la suite. Désignés par le peuple pour porter au roi ses doléances, les députés s'autoproclamèrent assemblée constituante et renversèrent la royauté. Rassemblés autour du duc d'Orléans, grand maître de la franc-maçonnerie et pressenti pour créer une nouvelle dynastie, des foules furent dûment encadrées, répandirent le chaos dans Paris et ce fut la prise de la Bastille. Le 4 août 1789, on abolit les privilèges, c'est-à-dire tous les droits acquis, et notamment ceux des corporations de métiers, et cela livra le monde ouvrier à l'horreur économique. Le 29 août, on constitutionnalisa l'économie de marché en inscrivant la liberté indéfinie du commerce contre laquelle le peuple n'avait pas cessé de se dresser les 30 dernières années. Enfin, le 21 octobre, la loi martiale fut votée contre les attroupements. Et voter la loi martiale contre les attroupements, ça rend toute tentative de taxation populaire passible de la peine de mort. Au printemps 92, un vaste mouvement de taxation populaire sauvage secoua tout le bassin parisien. À Étampes, le maire Simoneau prétendit interdire la taxation du blé au marché et donna l'ordre de tirer sur une foule de centaines de villageois qui avaient rejoint les ouvriers de la ville. Les soldats refusèrent de lui obéir et le maire fut piétiné à mort. J'ai étudié de très près la mort du maire Simoneau. Il a dit à la troupe qui était là, feu, et la troupe n'a pas obéi. Il lui restait un quart d'heure à vivre. On fit de Simoneau le premier martyr de la liberté du commerce et la liberté de s'enrichir sur le dos du pauvre peuple. Conclusion. Sans l'imposer de manière autoritaire, la royauté avait permis la taxation quand l'urgence l'exigeait, toujours par la négociation et pour le bien commun. La Révolution l'interdit sans retour. La réglementation des subsistances avait été l'objet de la sollicitude de toutes les autorités, du bas en haut de la hiérarchie, et la police avait fait de son mieux pour ménager les intérêts de tout le monde. La Révolution abolit toutes les règles et livra le pain du peuple à la rapacité des marchands, entre les mains desquels elle est encore. La taxe est devenue, dans son acception commune, le taux qui renchérit la denrée au détriment du consommateur, c'est-à-dire le contraire de ce qu'elle avait toujours été. La contre-révolution doit d'abord consister à rendre leur sens aux mots. Je vous remercie.